Donc on est pile à l'heure, à 2 minutes près, pour finir à l'heure et permettre à tout le monde de repartir. Donc on va attaquer le deuxième atelier le deuxième et dernier atelier de la deuxième journée. Euh, Quelles expérimentations sur la mesure de la fibrose en population générale? On a entendu depuis ce matin que ben voilà, dépister la NASH, il fallait, comme disait Thomas, fermer les robinets pour tout le monde, pour les formes mineures, mais prendre en charge les patients les plus sévères. Donc il faut aller à la recherche des patients atteints de stéatose et de formes sévères. Donc la question de la fibrose et du dépistage en population générale se pose. Donc on va avoir 3 intervenants qui vont nous rapporter chacun leurs expériences. Le professeur Charlotte Costantin, Denis Ouzan et Frédéric Chaffray. Fred, je te laisse faire la présentation. Du coup, oui, donc on a choisi de faire commencer le docteur Costantin qui va nous faire un petit rappel. Ah, on m'entend pas? Ah, ok. Là, c'est mieux? C'est bon? Donc oui, on a décidé de faire commencer le docteur Costantin pour nous faire un petit rappel un peu sur la fibrose et puis après nous présenter son expérience, notamment au niveau du CHU du Grenoble et de l'université. À vous, docteur Costantin. Merci beaucoup. Désolée de faire ça de loin. Je partage mon écran ou vous... Ah non, je ne peux pas partager mon écran, donc c'est à vous de me montrer l'écran. Donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il y a quelques coquilles que je viens de voir, donc je les aurais pas corrigées. C'est bon, vous le voyez? Nous, chez nous, c'est bon. On voit le diapo et on vous voit. Ok, très bien. Eh ben, je vous demanderai de passer les diapos alors. Ouais, Donc, très je suis bien. effectivement Charlotte Costantin, je suis hépatologue au CHU de Grenoble. Et j'ai prévu effectivement un petit rappel, pas tellement sur la fibrose, mais sur le pourquoi on a besoin de faire des expérimentations sur la mesure de la fibrose en population générale. J'ai pas pu assister à la journée, donc il y a peut-être des redites par rapport à ce qui a été déjà évoqué. Je suis désolée d'avance. Est-ce que vous pouvez passer la suivante, s'il vous plaît? Donc la suivante, c'est pourquoi est-ce que cet atelier est important. Donc le premier rappel, c'est de dire que, et vous le savez, les maladies chroniques du foie sont fréquentes et le plus souvent diagnostiquées à un stade tardif. C'est vrai pour la cirrhose et c'est vrai pour le carcinome hépatocellulaire. Dans les deux cas, près de 75% des cas sont diagnostiqués à un stade avancé, décompensation de cirrhose, avec un impact majeur sur le pronostic des patients. Et pour le carcinome hépatocellulaire, qui est en France la 5e cause de mortalité par cancer, donc l'un des 7 cancers de plus mauvais pronostic selon dans le dernier plan cancer. 75% diagnostiqués à un stade avancé, non éligibles à un traitement curatif, alors que je veux bien que vous passiez la diapositive suivante. Le cancer du foie, c'est des données sur le cancer du foie, mais c'est vrai pour l'ensemble des maladies chroniques du foie. Dans plus de 75%, le cancer du foie, il survient sur une maladie qui est liée ou qui est la conséquence du mode de vie. Soit il y a une consommation excessive d'alcool, soit il y a des facteurs de risque métabolique, et assez souvent en France, il y a les deux. Donc, on se retrouve avec des facteurs de risque connus, des durées d'évolution longues entre l'exposition aux facteurs de risque et la survenue de complications, et pourtant des diagnostics tardifs et un cancer primitif du foie, le carcinome hépatocellulaire, qui est aujourd'hui l'un des 7 cancers de plus mauvais pronostic. Donc, il y a évidemment un problème de santé publique à ce niveau-là. Diapositive suivante. L'autre élément important, c'est que les 2 étiologies principales de maladies chroniques du foie en France, donc métabolique et alcool, sont les facteurs de risque qui exposent le plus à je viens de le dire, à un diagnostic tardif, c'est-à-dire au diagnostic concomitant quand on parle du cancer du foie et de la cirrhose. Ce qui fait que on perd les chances de mettre en place le dépistage du carcinome hépatocellulaire, qui est associé à un diagnostic précoce et à la possibilité d'avoir accès à un traitement curatif.
Quand on a une maladie chronique du foie connue au stade de cirrhose et qu'on met en place un dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire, dans 70% des cas, on fait un diagnostic à un stade éligible à un traitement curatif. Mais aujourd'hui, on est à moins de 30% de carcinome hépatocellulaire diagnostiqués dans le cadre d'un dépistage, et on est à 70% de diagnostic à un stade non éligible à un traitement curatif. Donc, ce qui veut dire que si on avait un diagnostic de la cirrhose avant la survenue du cancer, on pourrait mettre en place le dépistage du carcinome hépatocellulaire et changer complètement l'épidémiologie du carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire passer de 30 à 70% de diagnostic à un stade curatif. Et donc, ce diagnostic tardif touche ces deux étiologies qui sont les plus fréquentes en France. Diapositive suivante. Donc le pourquoi, c'est on a des maladies fréquentes qui sont diagnostiquées à un stade avancé, et ces patients-là, avec une consommation excessive d'alcool ou métabolique, se trouvent en soins primaires, et c'est là qu'il faut aller les chercher. Donc comment est-ce qu'on va aller les chercher? Comme ça avait été dit à la conclusion du précédent atelier, il faut aller les chercher où ils sont, c'est-à-dire en soins primaires. Alors là, voilà, merci. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a depuis 2020 des outils, enfin, on a des outils depuis longtemps, mais qui rentrent dans le cadre excusez-moi, j'avais pas éteint mon téléphone, qui sont soutenus par des recommandations françaises et internationales, des sociétés savantes d'hépatogastro-entérologie et de diabétologie qui disent toutes la même chose. Donc ça, c'est très confortable parce que c'est grâce à ces recommandations qu'on peut ensuite aller faire de la sensibilisation auprès des publics de praticiens qui vont devoir faire ce dépistage. Je veux bien que vous passiez la suivante. Et donc, j'ai résumé ici le parcours idéal qui part des soins primaires et en particulier des médecins généralistes. Les facteurs de risque, c'est les facteurs de risque métaboliques, diabète, obésité, consommation excessive d'alcool, souvent associée d'ailleurs. Quand il y a facteur de risque, les recommandations proposent de commencer par un test sanguin simple, qui est le FIB4, qui utilise 3 variables biologiques fréquemment prescrites, les azates, alates, les plaquettes et l'âge du patient. Si ce FIB4 est supérieur à un seuil qui est 1,3, il y a une indication à faire un test de seconde ligne. Le premier test de seconde ligne proposé dans les recommandations, c'est le FibroScan. Et si le FibroScan est supérieur ou égal à 8, il y a une indication à compléter le bilan et donc une consultation spécialisée pour aller chercher principalement les patients avec fibrose avancée et mettre en place les stratégies de prise en charge, réduction de la consommation d'alcool et modification des habitudes de vie pour obtenir une perte de poids quand c'est nécessaire, et dépistage du carcinome hépatocellulaire. Diapositive suivante. Et ça, je vous l'ai dit en préambule, les facteurs de risque métaboliques et alcool, ils sont extrêmement fréquents en soins primaires, souvent pris déjà en charge par un praticien, notamment de médecine générale. Il y a 5 millions de diabétiques en France, il y a une prévalence importante de consommateurs excessifs d'alcool, une augmentation constante de la prévalence de l'obésité. Et en population générale, mais en consultation de médecine générale, il faut savoir que 75% des diabétiques de type 2, ils sont pris en charge uniquement par des médecins généralistes, et qu'il y a au moins 20% de buveurs excessifs en consultation de médecine générale. Et la dernière chose que vous voyez peut-être moins, en tout cas moi je ne vois pas très bien, mais c'est que dans les 5 premières causes de consultation en médecine générale, on retrouve les facteurs de risque métabolique. Donc, ce qui veut dire que si on veut aller chercher les patients à risque de fibrose et de complications hépatiques, il faut aller les chercher en soins primaires, en particulier en médecine générale. Diapositive suivante.
Le souci, c'est la sensibilisation des praticiens de médecine générale à la santé hépatique d'une part, mais surtout aux outils de dépistage de la fibrose hépatique et notamment du premier outil dont je viens de vous parler, le FIB4, et ça c'est un travail qui avait été réalisé par Clémence Canivet d'Angers sur une population de 500 médecins généralistes ou diabétologues, où en fait beaucoup de ces praticiens connaissaient des tests non invasifs de fibrose, mais peu le FIB4, qui est pourtant le seul qui devrait, enfin, le premier qu'il devrait connaître, puisque c'est la porte d'entrée dans le parcours de dépistage. Diapositive suivante. Et ces résultats, on les a retrouvés alors, sur un nombre très ridicule de patients, de médecins généralistes par rapport à ce qui avait été fait par Clémence Canivet, mais qui confirmait qu'il y avait bien un intérêt à cibler les médecins généralistes. Et donc, c'est à partir de ça que je vais vous présenter deux expérimentations que nous avons mises en place à Grenoble ou en collaboration avec des collègues d'Auvergne. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, partant du constat que les praticiens de médecine générale sont peu sensibilisés au parcours et aux recommandations actuelles qui sont, quand on a un facteur de risque métabolique ou une consommation excessive d'alcool, a fortiori les deux, il faut penser à la santé hépatique et faire un FIB4 aux patients si supérieur à 1,3, l'envoyer pour un test de seconde ligne, puis si supérieur à 8 à un spécialiste. On a mis en place courant 2023 plusieurs enseignements post-universitaires auprès des médecins généralistes sur différentes modalités pour essayer d'en toucher le plus possible. J'ai organisé une EPU au CHU. Je me suis déplacée dans une EPU organisée par des médecins généralistes, une soirée à l'EHPAD. Et puis, on a fait, à l'aide d'une collègue qui est addictologue, une sorte de jeu de table. Au cours d'un dîner, on faisait un jeu qui permettait de poser des questions sur le dépistage, les modalités de dépistage de la fibrose. Et l'idée de toutes ces modalités de sensibilisation, c'était d'expliquer les recommandations et l'utilisation de l'algorithme séquentiel FIB4 suivi de FibroScan. Diapositive suivante. Alors, c'est ça, voilà, on présente les recommandations de l'ESL traduites en français. Et puis, on a également mis en place au CHU de Grenoble l'accès au FibroScan pour les patients de ville par un protocole de coopération, ce qui permet d'accéder au FibroScan sans avoir accès à la consultation des pathologies, ce qui réduit considérablement les délais d'attente. On passe de 6 mois à 6 jours avec un FibroScan que j'interprète et je donne les consignes. Diapositive suivante. Et donc, je vous présente, alors c'est un peu embryonnaire, mais j'ai trouvé ça intéressant donc, à vous montrer, c'est tout débutant, donc, mais j'étais quand même contente. On a fait les premières EPU en début d'année, vous voyez les dates, et on a vu doucement monter les demandes de FibroScan émanant des praticiens de médecine générale. Donc, j'ai touché 48 médecins généralistes en faisant 4 EPU, c'est pas beaucoup, mais on a vu augmenter les demandes. Et surtout, diapositive suivante, ce qui est intéressant, c'est que les patients qui sont adressés pour un test, un FibroScan, il y en a 1 sur 3 qui a une élasticité hépatique supérieure à 8. Et je vois pas bien, mais je crois que c'est 15%, voilà, qui ont un FibroScan supérieur à 20. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça, j'étais assez contente du résultat. Alors, les demandes ne sont pas parfaites, c'est pas toujours sur des facteurs de risque. Néanmoins, quand on cherche, on trouve. C'était un peu ça la question, et à un coût relativement faible, puisque il suffit d'aller voir les médecins généralistes et de leur faire de la sensibilisation. C'est du temps, mais si on fait ça ludique et convivial, c'est pas du tout désagréable. Diapositive suivante. Donc ça, c'est la première expérimentation, c'est aller à la rencontre des médecins généralistes, leur parler du parcours. Ça prend très vite, ils comprennent très vite l'intérêt et ils envoient les patients. Néanmoins, 48 médecins généralistes, alors que j'ai envoyé plus de 200 invitations régulièrement, ça peut être un peu décevant. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut passer par un autre canal? Et l'autre canal peut être d'utiliser les prescriptions des praticiens de soins primaires
et donc de passer par les laboratoires d'analyse biologique pour être le déclencheur du parcours. Diapositive suivante. Vous savez peut-être que en 2020, le SD-Bio, qui est un syndicat de biologistes, a diffusé à l'ensemble des médecins biologistes cette proposition d'arbre décisionnel et d'implémentation dans leurs résultats, calcul automatisé du FIB4. Si supérieur à, cette fois-ci, ce n'était pas 1,3, ils ont pris un seuil haut pour s'assurer qu'on ciblerait les patients à plus haut risque. Si supérieur à 2,67, conseillé dans le compte-rendu d'analyse biologique de faire un test de seconde ligne. Et il y a un certain nombre de laboratoires qui se sont lancés, alors que c'était un peu avant l'arrivée des recommandations des sociétés savantes. Diapositive suivante. Et notamment tout un groupe de laboratoires en Auvergne. C'est un travail qui a été présenté aux dernières journées de l'AFEF par une des internes que j'encadrais pour sa thèse. Donc cette association de laboratoires qui représente une trentaine de laboratoires en Auvergne a mis en place en 2021 le calcul systématique du FIB4, et nous on voulait un peu voir ce que ça donnait en termes de nombre de FIB4 calculés et de patients qui seraient éligibles au test de seconde ligne. Cette analyse, elle a été faite sur 2 mois, avril-mai 2022. Diapositive suivante, ciblée sur les patients qui avaient moins de 70 ans. Et alors là, je ne vois rien. Je suis désolée, je ne me souviens plus des chiffres par cœur. Donc pendant ces 2 mois, il y a eu plus de 300 000 bilans biologiques demandés et 43 000 avec les variables suffisantes pour calculer le FIB4, donc azotalate plaquette en même temps avec l'âge du patient. Et finalement, une population de 31 000 patients avec FIB4 exploitable, parmi lesquels un petit peu moins de 3% de patients avec un FIB4 supérieur à 2,67, donc éligibles à un test de seconde ligne selon l'algorithme proposé par SD-Bio, donc à risque de fibrose hépatique avancée et donc éligible à un test de seconde ligne. Diapositive suivante. Ces tests émanaient essentiellement de médecins généralistes, donc ce qui soutient le fait que c'est une cible importante de sensibilisation, parce que les laboratoires, en tout cas c'est organisé comme ça, il y a certains laboratoires qui traitent aussi des demandes émanant de centres hospitaliers, ce qui était le cas pour Innovi. Donc, je vous le disais, on était à 2% de tests calculés à plus de 67. Donc, ça représente finalement une proportion, on dirait, absorbable de patients éligibles à un test de seconde ligne. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le souci dans ce travail-là, c'est qu'on n'avait pas la suite, parce que on a cherché si dans les 6 mois suivant le test FIB4, il y avait eu un test de seconde ligne, on pouvait avoir accès qu'au test biologique, on n'avait pas accès au test sanguin. Donc l'idée de ce travail, c'est juste de montrer, que c'est possible de paramétrer un calcul systématique. Bon, ça a été déjà fait dans d'autres structures, mais il y a assez peu de publications en fait à ce sujet, donc c'est possible. 2, ça représente une population, le pourcentage de patients éligibles à un test de seconde ligne est globalement le même dans les différentes expérimentations rapportées jusqu'à présent, c'est-à-dire autour de 2-3%. Et donc, je pense que ces 2 expérimentations, elles sont utiles à conjuguer, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un filtre par médecin généraliste pour savoir qui est envoyé, parce qu'il faut quand même vérifier qu'il y ait des facteurs de risque et qu'il n'y ait pas de cause évidente de faux positifs, de prescription qui émanerait de patients qui sont en cours de traitement par chimiothérapie, par exemple, ou qui ont une cause de thrombopénie ou une cause de cytolyse aiguë. Et donc, ce travail mérite d'être complété, notamment sur le plan médico-économique, parce que quand on se lance à faire un dépistage, il faut quand même qu'on montre qu'on rend service aux patients, mais aussi qu'on
on rend service à la société, c'est-à-dire que tout cela est coût-efficace et ces travaux, il y a des études qui débutent pour étendre ce travail en ayant exactement le même design, mais qu'est-ce qui se passe après la proportion, et de trouver la proportion de patients avec une fibrose avancée. Je crois que j'ai fini. Non, il me reste peut-être une slide de conclusion, là, juste pour rappeler que alcool et comorbidité métabolique, c'est la première cause de maladie chronique du foie en France et qu'on a besoin d'aller chercher les patients en soins primaires, particulièrement pour identifier les patients à risque de carcinome hépatocellulaire pour mettre en place le dépistage qui permettrait de le faire sortir du club peu sélect et enviable du cancer de plus mauvais pronostic. Et tout ça, on a les outils. Il faut juste que entre guillemets, que les praticiens de soins primaires les manient et se les approprient. Je vous remercie. Merci, professeur Constantin. On fait les 3 interventions et on garde les questions pour après. Donc après, c'est Denis Ouzan. Est-ce que Denis, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Est-ce Super. que je peux prendre la main sur Normalement, oui. partager l'écran, si tant est que je vois mon écran? Je suis avec vous et voilà mon écran. Super. Est-ce que je peux passer moi-même les diapositives? Oui. Super. Donc, attends, je vais enlever juste les participants. J'ai enlevé ça pour pas. Enfin, comment j'enlève bon, peu importe. En tout cas, ça devrait aller comme ça. Merci à SOS Hépatite de sa gentille invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je suis ravi de partager. Alors, pour Pascal, c'est pas uniquement les QDBUS, c'est la saga FIB4 du département des Alpes-Maritimes que je revendique en tant que président de l'hôpital hépatite C Côte d'Azur. Mais dans tous les cas, je me suis beaucoup investi dans ce travail qui remonte maintenant à 5-6 ans pour le début. Donc, voici mes liens d'intérêt. Et donc, comme l'a dit Charlotte fort justement, en fait, ce qui est simple dans les maladies chroniques du foie, c'est schématiquement, il y a 3 causes qui font 90% des étiologies. La cause métabolique, MAFL, la cause alcoolique avec sa et la cause virale. Donc ça, c'est 95% des étiologies des maladies chroniques du foie qui démarrent par une inflammation chronique, puis évoluant vers la fibrose, la cirrhose. Est-ce que tu pourrais mettre en plein écran? Je mets en plein écran à la seconde. Plein écran. Il est où le plein écran? En bas. En bas, sinon. Je vois plus en bas. Soit c'est en bas, tu as un petit bouton, Denis. Non, soit c'est en haut. Là, en haut. j'ai quelque chose qui s'affiche en haut. Soit en haut dans diaporama. Diaporama. Diaporama, onglet diaporama. À gauche de la flèche. Sous rechercher. Voilà, très bien. C'est bon là? Impeccable. Vous m'entendez? C'est bon? Donc, je peux continuer, voilà. Donc, juste un mot, ce qui a été rappelé un peu ce matin sur comment évaluer la fibrose. Il y a finalement la biopsie hépatique qui sont le fibrotest, le fibromètre, le test ELF dont parlait le professeur Bonovicki ce matin, qui sont des tests spécialisés payants. Et il y a le fibroscan. Et à côté de ça, il y a les tests les plus simples, gratuits. On vous disait qu'il y a rien moins cher que gratuit, et notamment le FIB4, le NAFLD et l'APRI. Et parmi ces tests non invasifs simples, c'est finalement le FIB4 qui est progressivement apparu comme le test un petit peu de référence, comme l'a dit Charlotte aussi, dans toutes les conférences de recommandation qui l'ont impliqué en première ligne. Alors nous, on a choisi dès le départ la zone proposée par McPherson, c'est 1,32 pour les moins de 65 ans, supérieur à 2 pour les plus de 65 ans, et la zone de 2,67 qui est la zone à risque élevé, comme l'a défini Charlotte. Alors ça a commencé par une première étude, on a tout focalisé sur la médecine générale, qui a été réalisée en 2018, c'est-à-dire il y a 5 ans. On a réussi à convaincre 34 médecins généralistes qui sont venus imbattables sur la fibrose de participer à une étude Loyer-Loire-Jardé, dans laquelle ils étaient pendant 6 mois proposés à leurs patients de réaliser systématiquement des tests de fibrose qui étaient le FIB4, il y avait le FIB4, il y avait aussi le ILIF, le NF et le fibromètre chez 2121 sujets vus consécutivement, consultation pendant 6 mois.
Et donc, la positivité du FIB4 était 19,1%, dont 1,7% avait un FIB4 supérieur à 2,67. Et ce qui était plus important dans cette étude, c'est la question qu'on avait posée, savoir parmi ces sujets qui consultent un médecin généraliste, sans maladie du foie connue, combien avaient de facteurs de risque? En fait, il y avait 47% de patients en surpoids, dont 20% qui avaient une obésité. L'alcool, c'était 13% et le diabète, 10%. Donc, il y a plus d'un malade sur deux de malades sans maladie du foie qui consultent un médecin, un généraliste aujourd'hui dans notre département qui a un facteur défini de maladie chronique du foie. Et quand on est revenu vers ces médecins devant ces 406 cas de positivité, encore une fois chez les malades sans maladie du foie connue, on leur demandait si devant la positivité du FIB4, ils pouvaient évoquer une éventuelle maladie. C'est vrai qu'on a les citatifs là. Et dans 2 tiers des cas, ces médecins ont évoqué une maladie soit métabolique MAFLD, soit alcool, soit les deux, soit autre. Et dans 1 tiers des cas, aucune cause n'avait été retrouvée. Donc en fait, et c'est ce travail qui nous a laissé à penser que le FIB4 pouvait être une alerte, un révélateur de maladies chroniques du foie pour le médecin généraliste, avec toutes les dimensions qu'a signalé Charlotte et sur lesquelles on va revenir. Et là, moi, j'ai eu l'opportunité, parce que l'envoi aux spécialistes était laissé à la discrétion des médecins, de voir très exactement 62 de ces 406 patients, comme on voyait en même temps qu'aux autres. Et j'ai pu constater une chose, que vous voyez sur cette diapositive, c'est que, d'une part, la confirmation par le FIB4 était d'autant plus fréquente, significativement plus fréquente quand il existait un facteur de risque, d'une part. Et même chez les malades sans fibrose documentée, on retrouvait dans un cas sur deux un facteur de risque. Là, je me suis posé la question, si ces malades ont une vraie maladie du foie sans fibrose, il faut probablement s'y inquiéter aussi, parce qu'on n'est pas là uniquement pour les malades à fibrose sévère. Et un malade qui n'a pas de fibrose, qui a un surpoids, qui a une consommation alcoolique d'alcool excessive, et là même dans ce groupe on a trouvé une cholangie biliaire primitive, doit avoir une prévention de ces facteurs de risque. Et c'est à partir de ce travail en early, premier je crois que c'est à Marseille dans les années 2000, dans le département. Vous m'entendez? La connexion est instable. Allô? Allô? Oui, c'est un peu instable, on t'entend. Si tu peux instable. couper ta caméra, tu gagneras de la bande passante. Voilà. Le FIB4 a été mis en œuvre dans notre département systématiquement dans tous les laboratoires de ville de notre département depuis octobre 2020. En même temps en région Aquitaine, de la même façon, avec Victor de Lédingon, et ça avait été recommandé par le syndicat des biologistes à cette époque. Et dans notre département, ça correspond à peu près 120 labos. Et pour la première analyse qu'on a fait sur 80 labos du groupe Biogroupe, qui est le plus gros groupe de laboratoires de notre département, ben vous voyez que en fait, sur 3 mois, c'est 131 861 tests FIB4, avec un risque élevé qui a été mesuré à 6,4%. La différence avec notre première étude, ça c'était des malades tout venant, sans maladie du foie connue ou non. Et les risques intermédiaires et le faible risque, c'est ce qui est habituellement retrouvé. Et surtout, la chose importante, c'est qu'on avait fait un petit sondage avec le ELF, dont Bruno Vicky a dit ce matin que c'était vraiment un très bon test de seconde ligne. Et quand on l'a testé chez les malades qui avaient un risque élevé, on l'a trouvé positif dans 88% des cas pour une petite casuistique qu'on va répéter après. Et ça va être exactement le même pourcentage qu'on a retrouvé. Alors, en parallèle, sortait une étude qu'on a tous écoutée à la SLD, et moi qui m'a vraiment conforté dans ce qu'on faisait. C'est une étude rétrospective américaine dans un registre de soins primaires où ils ont regardé 25 560 patients avec un calcul du FIB4 et ils ont regardé les malades sur 8 ans. Vous voyez ici que la zone à risque de 6,9% supérieure à 2,67, c'est celle à peu près qu'on retrouve dans nos dépistages. Et la chose importante qu'ils ont montrée dans ce travail maintenant publié, c'est de montrer que pour la zone de FIB4 supérieure à 2,67, 20% des sujets de cette zone ont fait à 8 ans, dans les 8 années de suivi, un accident grave, cirrhose, cancer ou transplantation, et la moitié de ces malades étaient connus comme porteurs d'une maladie du foie au niveau de l'événement. Ça voulait dire que le FIB4 est quand même probablement susceptible de repérer des malades
avant l'accident grave et peut-être d'intervenir avant cet accident grave. Et donc, ça, c'était la première étude. Fort de cette étude, on est reparti sur une deuxième étude d'évaluation, parce qu'au départ, quand on a mis ça en route, tous les cas d'ordre, des tests indirects, il faut évaluer avant de mettre en route, mais on avait mis d'emblée parce qu'on avait fait la première étude, et sur cette première étude, on a essayé de l'évaluer. Alors, on a évalué chez 25 des 40 généralistes de la première série qui ont bien accès de nous suivre toujours dans une étude Wayurier, et même méthodologie de mars à septembre 2022 sur 6 mois. Ils ont vu 3427 patients consécutifs dans lesquels ils ont proposé un F-Transat. Le FIB4 était calculé automatiquement, et si le FIB4 est supérieur à 1,3, un test ELF était réalisé sur le même prélèvement. Et le médecin recevait à la fois le FIB4 et le test ELF avec un questionnaire à nous retourner de l'état de questionnaire clinique sur le patient. Et donc, les FIB4 supérieurs à 1,3, comme de coutume, on les a retrouvés à 25%. Le FIB4 supérieur à 2,67 à 2,5%. Et dans ce travail, 59% des sujets FIB4 supérieurs à 1,3 ont été confirmés par un test ELF, soit un peu plus de la moitié, ce qui donne du sens à ce FIB4, même dans la zone intermédiaire, et doit nous permettre de mieux nous intéresser à ces sujets parce que ça correspond aussi à une fibrose documentée et éventuellement un facteur de risque. Alors, pour la zone de 2,67, cette fois de façon définitive, on a montré que la confirmation intervenait, là vous voyez c'est la ligne de haut, 9,8 dans 80% des cas, contre 56% dans la zone de risque intermédiaire. Donc les patients qui étaient dans la zone de 2,67 dite à haut risque sont très fréquemment confirmés. On peut se demander maintenant si la confirmation est nécessaire chez ces patients. Ils sont supérieurs à 2,67, c'est souvent des lésions sévères, ce d'autant que le ELF supérieur à 3, qui correspond à une cirrhose, est retrouvé significativement plus fréquemment dans cette zone. Et comme on l'a trouvé dans notre travail antérieur, on a regardé le ratio ASAT, les sujets à ALAT supérieur à N, et on l'a retrouvé plus fréquemment dans la zone à 2,67. Donc la zone supérieure à 2,67 nous apparaît définitivement comme une zone à haut risque. Et dans l'algorithme qu'on a proposé aux médecins généralistes que je vous présentais à l'issue de ces deux études, on leur dit définitivement, pour les malades supérieurs à 2,67, d'envoyer ces malades aux spécialistes, quel que soit ce spécialiste. Et ici, oui, on a eu la chance de recevoir 555 des 800 questionnaires sur les 869 sujets FIB4+. Et comme vous pouvez le constater, on a montré que l'âge était significativement associé à la confirmation par le F du FIB4, à l'IMC, au diabète. Alors c'est la plus forte association et c'était à peu près trouvé dans toutes les études sur la fibrose. On ne l'a pas retrouvé sur l'alcool, mais qui était probablement sous-estimé. Toujours est-il qu'on est reparti dans la première étude de demander aux médecins de savoir quand la maladie du foie était connue ou non. Elle était inconnue dans 92%. Et quand elle était inconnue, ils avaient là encore retrouvé une cause dans 27% des cas. MAFLD plus alcool ou autre. Donc le FIB4 apparaissait comme quelque chose qui permettait aux médecins généralistes de révéler une maladie chronique du foie qui était complètement ignorée avant. Alors finalement, voilà l'algorithme qu'on a proposé à l'issue de la deuxième étude et qu'on a diffusé via la CPAM, via le Conseil de l'Ordre, à tous les médecins dans le sens de l'information. C'est FIB4 supérieur à 2,67 au risque de fibrose à vie spécialisée. FIB4 dans la zone intermédiaire la plus difficile. Alors là, on demande. Et c'est toute l'information qu'on va amener aux médecins généralistes, non pas de laisser cette zone de côté, mais de rechercher un facteur de risque. Syndrome métabolique, alcool et virus, B et C. Et 6 facteurs de risque, intervenir. Intervenir sur le facteur de risque. Et après, si on a la conviction, mais d'aucuns nous ont écrit bien sûr que les tests spécialisés ne sont pas remboursés, qui sont compliqués à avoir, on a moins de facilité que Charlotte à avoir un fibroscan, mais de faire un test spécialisé de deuxième main. Mais dans tous les cas, la chose qui nous paraît importante, c'est l'intervention sur le facteur de risque et de définir et d'intervenir sur le facteur de risque. Alors, c'est quand même assez simple pour un médecin généraliste d'intervenir sur l'hygiène de vie, de faire maigrir les patients, de faire arrêter l'alcool ou de faire une recherche de 2 virus. Et c'est toute l'information qu'elle est en train de diffuser à l'échelon de notre département. Alors, comme l'a dit Charlotte, c'est sûr que la difficulté pour le médecin généraliste, c'est d'éliminer le faux positif. La cytolyse aiguë hépatique, les transats supérieurs à 200, la thrombopénie acquise au constitutionnel, la chimiothérapie. Les laboratoires avec lesquels je travaille, pour certains, ont commencé à ne pas donner de résultats FIB4 pour les malades qui ont des ALAT supérieurs à 200 et une thrombopénie à 50 000.
Dans tous les cas, le compte-rendu est envoyé aux médecins et pas aux malades. Et on a, pour nos collègues oncologues, bien prévenu que, bien évidemment, il y a dans cette pathologie beaucoup de faux positifs. Et je crois que c'est toute la difficulté du FIT4, donner l'information aux médecins sur les faux positifs, comme le disait Charlotte. Alors, ça, c'est les guidelines qu'a montré Charlotte, de l'ASN notamment. Et toutes les guidelines ont demandé aux médecins généralistes, aux diabétologues, de faire en premier, chez les patients, un facteur de risque. Mais comme ces médecins ne connaissent pas vraiment les facteurs de risque, c'est ça, je ne jette pas la pierre, j'entends les médecins généralistes, comment seraient-ils capables de faire des tests sur des facteurs de risque qu'ils ne connaissent pas? D'où l'idée du FICAT de révéler un facteur de risque et d'aboutir après à une recherche de la fibrose et de l'étiologie. Et comme l'a montré Charlotte, et ça c'est vrai, ça c'est tout le travail qui nous reste à faire, on a besoin des associations et pour l'information des médecins, la CPM, le Conseil de l'ordre, il y a les EPU, mais on n'est pas au bout de nos peines, on est au creux de la vague. Quand on pensait que finalement, il y a 3 ans que ce dépistage automatique est en cours dans notre département, donc pour le temps joue un peu pour nous. Les médecins commencent à revoir ce test. D'aucuns nous interpellent, d'aucuns, et on a la même réponse, et on continue dans l'information à trouver tous les moyens possibles pour informer les médecins, j'ai les 700 à 1000 médecins généralistes de notre département. Donc, c'est un gros travail qui est en cours, mais voilà, toute la manip, elle est là. Alors, ma conclusion sur FIP4, c'est qu'il est facilement automatisable. Ça, on a vu que les laboratoires le mettent en route sans aucun problème. Et dans la mesure où aujourd'hui, dans notre département, il y a 4 grands groupes de laboratoires qui couvrent tout le département, au moins en ville. Donc, on touche 4 directeurs de groupe et puis on a le test mis en route. En France, maintenant, c'est généralisé un biogroupe qui fait 1000 laboratoires. C'est une alerte et qui semble se généraliser à toute la France. C'est une alerte qui, au-delà de la fibrose, devait permettre aux généralistes, pour nous, d'évoquer un facteur de risque, indépendamment de la fibrose, et d'intervenir sur ce facteur, même s'il n'y a pas de fibrose importante. Il ne faut pas laisser sur le chemin un malade qui n'a pas de fibrose importante, mais qui a une obésité, un FIB4 dans la zone intermédiaire, ou une consommation d'alcool excessive, un FIB4 dans la zone intermédiaire. C'est une alerte qui permet de reconnaître les sujets dont le risque est élevé. Pour nous, là, il n'y a pas de discussion, il faut l'envoyer aux spécialistes et on en a la conviction après nos 2 études. C'est recommandé en première ligne chez les sujets à risque par toutes les conférences de consensus à condition de les reconnaître. J'ai même vu une recommandation de l'ANCA qui disait aux généralistes de reconnaître le facteur de risque en marqueur de cancer. Et ça, ça n'a pas fait en France et ça mérite d'être fait. Ça complète la panoplie des marqueurs dont on dispose de spécialistes. Et moi, je suis très content d'avoir ce marqueur avec mon fibroscan, mon fibrotest, mon fibromètre, ma biopsie. Et ça permet, alors ça, c'était la chose qu'on a développée avec ça, parce qu'on s'est dit finalement comment diffuser l'information à double origine, au grand public et aux médecins. Et le grand public, on a réalisé à ce jour 2 campagnes au mois de janvier, au mois de juin, et je repensais au juin sans sucre ajouté. On va refaire au mois de juin de l'année prochaine, on fera de la pub pour le mois sans sucre ajouté. On a refait donc 2 campagnes, Cubus et Tramway. Alors le message c'était ça, en surpoids, un peu trop d'alcool, et si j'avais maladie du foie sans savoir, j'en parle à mon médecin, un test existe. On va rajouter diabète, qu'on avait laissé un peu tomber la première, mais c'est vrai qu'il faut qu'on rajoute un petit coup de diabète, mais pas même beaucoup de choses sur ces affiches. Vous voyez ici qu'on voit la prom, donc c'est pas montage, c'est bien chez nous, Côte d'Azur. Et la deuxième affiche, c'était l'affiche de prévention. Protéger son foie, c'est lutter contre le surpoids, marcher 3 heures par semaine, pas plus de verre de vin, et pas tous les jours. Et là, c'est donc toujours le tramway. Et on a bénéficié, je crois qu'on aura du mal, c'est devenu extrêmement cher, du tramway, des 2 lignes de tramway, ligne 1, ligne 2. La première, c'est toujours, si j'ai un facteur de risque, j'en parle à mon médecin, le test existe, à condition que le médecin connaisse le test FIB4. Et c'est pour ça qu'on avait vu dans nos campagnes, dans les hépatites, en mettant des affiches sur les bus de tramway, les médecins voyaient ces affiches en même temps que le grand public. Protéger son foie, c'est lutter contre le surpoids. C'est plus de fruits et plus de fruits et de légumes et moins de sucre et sucre ajouté. Et marcher au moins 3 heures par semaine et pas plus de vin par jour.
voilà, on va recommencer ces campagnes tous les 6 mois comme on avait l'habitude pour les hépatites. On va continuer l'information des médecins et on va essayer d'avancer un peu plus dans le dépistage de la maladie occulte du foie, qui nous paraît aujourd'hui un peu le même combat. Et comme avait dit Pascal, continuer le job, le même combat qu'on avait eu dans les hépatites. Et ça, c'est un grand combat avec un grand nombre de patients complètement méconnus. Et pour terminer, je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé avec moi et aussi Franck Bruno qui nous a fourni les tests L, Jérémy Corneille, l'Eureka et tous les médecins investigateurs de ces études parce qu'ils ont participé dans des études nourries en investigateurs et c'est grâce à eux qu'on a réussi à accumuler toutes ces informations. Et merci de votre attention. Bravo, bravo Denis. Merci encore pour toutes ces photos de cul de bus. Qui montre bien ton engagement depuis des années et l'évolution. S'engager, c'est une chose, être capable d'évoluer, tout le monde n'en est pas forcément capable et c'est une preuve d'intelligence. Merci. On va passer la parole à Frédéric Chaffray qui va nous parler de son expérience au nom du CELVA à Strasbourg. Merci Fred. Alors bonjour à tous, je suis très content d'intervenir pour vous présenter un projet particulier. Alors c'est difficile de parler, je pense après Denis, il a dit pas mal de choses très intéressantes, très motivantes pour nous, mais enfin, je vais quand même essayer de vous présenter mon expérimentation. Ok, donc c'est moi qui ai la main sur les slides. Non, c'est pas mon diaporama. J'attends mon diaporama, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Est-il possible d'avoir mon diaporama, s'il vous plaît? Ah, génial, génial. Merci beaucoup. Donc voilà, donc première slide, ça c'est fait. On est bien au Forum national des SOS à Nancy. Hop, est-ce que ça va? Mes conflits d'intérêts, surtout SOS hépatite dans l'intérêt des patients. Voilà. Donc oui, je vais vous présenter le projet FibroMAF, en fait, la pré-expérimentation de notre projet FibroMAF, qui est en fait d'expérimenter la mise en place de parcours de soins maladie du foie dans le cadre d'une CPTS. Donc une CPTS, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé, c'est les professionnels libéraux de santé sur un territoire, voilà, dans le cadre d'une CPTS en milieu rural, avec une particularité qui est quand même assez particulière, donc avec l'appui du Centre expert hospitalier territorial de référence et de proximité, qui est le CELVA, le Centre de référence sur les hépatites virales. Voilà. Et donc, ce territoire, c'est celui-là. Donc, on voit où est l'Alsace déjà. Je vais prendre le micro à la main, ce sera plus facile. Voilà. Et donc, on voit bien où est l'Alsace. C'est que c'est un petit territoire à côté de Strasbourg qui compte 24 communes sur 174 km², population de 25 000 habitants. Et il y a plus de 10 000 habitants de 18 à 70 ans. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est si vous prenez la CPTS que je vous ai mis en photo, si vous la retournez, ça fait un foie. Donc, je trouvais que c'était un beau signe de travailler avec eux comme ça. Bosselet. Hein, Bosselet. Mais un foie. Constat et rappel. Alors, je vais aller vite parce qu'on a écouté toute la journée les constats, les rappels, mais c'est surtout finalement un constat pour nous qui a permis de nous dire pourquoi on y va. Donc, l'hépatite, une inflammation du foie, c'est indolore. Donc, c'est surtout des cicatrices, ça on le sait, et les trois causes principales, virus, alcool, symptômes métaboliques, ça on le sait. Mais bon, évolution sans signe clinique identifiable par le patient ou son médecin vers une cirrhose ou un cancer du foie, et ça c'est le préalable qui est très important. Mais on a la possibilité d'identification précoce de l'étiologie par le FIB4 combiné au FibroScan. Alors c'est intéressant parce que le FIB4, on l'a dit brièvement ce matin, c'est un coût réduit parce que ça n'a pas de coût en plus. C'est 6,48 € quand on additionne les plaquettes, les azates et les alates. Donc c'est quand même assez simple et c'est généralisable. Puis le FibroScan, il y a un coût pour l'hépatite B et l'hépatite C. Ça pourrait être le même coût pour la NAFLD à un moment donné. Donc, petit focus sur l'état des lieux de notre territoire de la CPTS, donc Mossig et Vignoble. Donc, on a une prévalence importante de la mortalité du cancer du foie dans le Bas-Rhin, plus 15% par rapport à la moyenne française de mortalité, et plus 35% chez les femmes. Donc voilà, on reparle encore de l'importance chez les femmes et la disparité avec les hommes, comme le docteur Tripon l'a abordé ce matin. 47% de la population française est en surpoids ou en obésité. Donc voilà, un IMC supérieur à 25 ou 30. Et on a sur notre territoire une carence de l'offre de santé en milieu rural, un désert médical, hépatologique, addictologique, endocrinien. Ça veut dire qu'il n'y a pas un hépatologue, un hépatogastro-entérologue sur ce territoire-là.
ni d'addictologue, ni d'endocrinologue, ni de diabétologue. Donc les premiers, ils sont, on le voit bien, à Molsheim, Saverne et Strasbourg, qui sont à finalement plus de 18 km, 20 minutes, il y a des bus, mais l'accessibilité n'est pas si simple et il n'y a pas des bus toujours en continu dans la journée. Donc on a des distances de lieux de spécialité qui sont assez importants. Par contre, on a la volonté des professionnels d'améliorer la santé sur leur territoire, des acteurs vraiment qui sont malheureusement, avant ce projet, plutôt tournés vers le diabète, le surpoids, l'obésité ou les maladies cardiovasculaires, mais jamais ils ont pensé à l'objectif de la santé du foie. Et puis, on a surtout, ce qui est très important, c'est le soutien institutionnel de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Donc la CPTS, donc c'est des acteurs locaux, des médecins généralistes, des biologistes, des pharmaciens. Ils veulent développer et acquérir de nouvelles connaissances et mettre en place des actions coordonnées de santé publique, avec un partenariat fort antérieur avec nous au CELVA et SOS Hépatite Alsace-Lorraine, parce qu'on avait mis en place une action de dépistage global sur l'hépatite C. Le Covid l'avait un peu breaké, cette expérience, et on est reparti, du coup, plus large sur les maladies du foie post-Covid. Il y a 90 professionnels de santé sur ce territoire qui sont membres de la CPTS. On a 19 médecins généralistes sur les 23 que compte le territoire. Tous n'adhèrent pas, ce n'est pas une obligation d'adhérer à la CPTS. Ils ont créé une commission prévention et cette commission, elle a défini un axe spécifique sur les maladies du foie. Donc on a un axe, on a un cadre de travail et des éléments intéressants et importants pour travailler avec eux. Il y a la volonté de développer une stratégie locale de parcours de soins sur le territoire rural, donc en lien avec les acteurs, bien sûr, à l'intérieur, mais aussi extérieur et limitrophe, parce que quand on a un territoire avec un désert comme ça, il faut s'appuyer sur ce qui transite autour. On ne peut pas s'appuyer sur les ressources comme dans les grandes villes où on a tout. Donc voilà. Et puis nous, en tant que CELVA, en tant que centre de référence, on s'est dit il faut qu'on puisse adhérer à la CPTS. On a le droit, il y a des différents collèges dans les CPTS. Il y a les acteurs locaux, effectivement, principal de cette coordination, mais du coup, c'est ouvert aux associations de patients aussi, généralement, et aux établissements de santé. Donc le CELVA, pour nous, on est un centre de référence engagé dans la coordination territoriale et des parcours, des missions d'intérêt général. On ne va pas revenir, tout le monde sait maintenant ce qu'est un centre expert hépatite virale. On a une équipe mobile des maladies du foie qui se déplace avec un camion, avec un fibroscan, avec un médecin, une infirmière et une assistante sociale, donc une ressource intéressante pour aller se déplacer sur le territoire. L'ALMAF, une association de services également qui nous aide bien pour le montage de nos projets. Et on a une collaboration assez systématique avec la médecine générale et notre réseau de spécialistes en ville ou hôpital et un certain nombre de partenaires autour de nous, comme tout le monde. Et puis donc voilà, des conventions, des fiches de liaison, des protocoles, voilà, pas mal d'organisations autour. Je vais aller vite sur ça. Donc le projet, en résumé un peu, donc nous, ce qu'on voulait, c'était faire entrer les patients avec une fibrose sévère dans l'un des 3 parcours de soins identifiés, hépatite et coordonnés. Notre objectif, c'était 100 patients de 18 à 70 ans sur 1 an. Donc on a défini un protocole opérationnel entre les différents acteurs de santé du territoire et ceux de proximité, avec un rôle majeur du médecin généraliste. Ça, on en a parlé depuis un moment, toute la journée, et c'est bien le cœur, c'est le médecin généraliste, donc il faut l'associer. Et notamment, je ne l'ai pas du tout entendu encore, il y a sur les territoires des infirmières azalées, c'est des infirmières qui font de l'éducation thérapeutique du patient et qui sont financées par les agences régionales de santé. Et ça permet aux patients concernés vraiment d'avoir un parcours de soins spécifique et personnalisé, notamment sur des territoires comme ça, où il y a des carences médicales affichées. Donc l'IDE Azalée, je vous ai fait une slide dessus, c'est un rôle de centrale. On a une IDE qui coordonne les parcours de soins avec le médecin, qui organise des ateliers individuels, collectifs d'éducation thérapeutique, qui a vraiment plus de temps que le médecin pour parler de la maladie, des traitements aux patients, d'amorcer un changement de comportement et adopté par le patient. Elle se réunit avec son médecin 1 fois par semaine, donc c'est vraiment coordonné. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et on peut discuter avec eux, faire le point sur les dossiers. Sur notre territoire, on avait 2 IDE Azalées pour 7 médecins généralistes conventionnés. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait 19 médecins dans le territoire. Donc, promeut l'activité auprès des autres médecins, et on a ouvert la possibilité pour ce projet que ces IDE Azalées qui ne travaillent pas avec certains médecins, mais que ce soit possible pour tous les médecins de la CPTS. Et puis, on essaye de faire évoluer les pratiques et les dispositifs d'Azalée.
Donc le patient dans tout ça, on va me dire, on a SOS hépatite, donc le patient, il a un rôle à jouer dans tout ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du patient, on parle des médecins, de l'organisation, des FIP4, mais en fait, oui, il a une place importante. Il est quand même acteur de sa santé à chaque étape de son parcours, et il peut, à un moment donné, si le patient ne veut plus, peut décider d'arrêter ou rompre s'il le décide. Mais il doit accepter le projet personnalisé de soins proposé par son médecin et l'IDE Asalée, notamment. Réalisation du fibroscan, est-ce que c'est lui qui prend le rendez-vous, est-ce qu'il va s'y rendre le jour J? Parce qu'on a beaucoup, nous, dans nos consultations, de gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous fibroscan. Donc, c'est aussi un acte du patient d'être acteur et d'aller à ces examens qui lui sont prescrits. Donc ça peut être des freins potentiels. Et puis, qu'il soit observant à son projet personnalisé de soins. En fonction de sa situation géographique effectivement sur le territoire et de ses moyens financiers. Est-ce qu'il peut prendre en physique, en distanciel? Est-ce qu'il faut des outils informatiques pour le ou téléphoniques? Voilà, comment il accède, ce patient-là, sur ce territoire rural, à la santé et à ce parcours qu'on a décidé? Donc, c'est des questions qu'on s'est posées. Et donc, voilà l'intérêt d'un accompagnement personnalisé et régulier. Donc, un petit schéma pour vous présenter donc la CPTS. À la CPTS, donc, en lien avec l'Agence régionale de santé qui finance la CPTS, en lien également avec l'assurance maladie. Le lien avec le CELVA sur le projet pour l'expertise de la formation et l'organisation. Et puis on retrouve au centre de notre dispositif le patient, le médecin généraliste, l'infirmière Asalée et le laboratoire qui va prescrire, qui va mettre en place le FIP4. Autour de ça, on envoie sur 3 parcours de soins assez simples, virus, alcool, métabolique. Et puis gravitent autour tous les professionnels qui vont avoir attrait à ces différents parcours. Je vais y revenir. Donc à chaque acteur, donc on a le patient en milieu, chacun a son rôle, les CPTS, dans la coordination, le comité de pilotage, le CELVA pour toute l'expertise, les médecins généralistes, chacun a son rôle à jouer, et on a défini dans les différents parcours quel était le rôle de chacun, je vais vous montrer. Le rôle des partenaires en périphérie de la CPTS, et puis les associations d'usagers, SOS Hépatite, l'AFD également pour tout ce qui est diabète, obésité, avec des ateliers de prévention. Donc à chaque étape, les acteurs jouent leur rôle. Donc on a le socle de base, en fait, finalement, les professionnels du territoire. Donc on les a formés, on a fait une formation de ces médecins du territoire, on leur a proposé une formation aux maladies du foie pour qu'ils comprennent le projet. Donc ça, c'était la base. On s'est dit que sans la formation, notre projet, il n'aboutirait pas. Donc on leur a proposé une formation, une quinzaine de médecins généralistes qui sont venus, et on leur a expliqué les tenants, les aboutissants des maladies du foie. Ensuite, on a pu lancer le projet, ils ont pu prescrire le FIP4, parce qu'on est parti sur de la prescription au début. On s'est dit, on va faire confiance aux médecins généralistes, on les a formés, ils comprennent, on n'a pas besoin de le calculer directement le FIP4, ils vont le faire eux-mêmes. Et c'est quand même mieux pour que derrière, il se passe quelque chose. Donc après, voilà, ils réalisent dans les laboratoires, ils recherchent, une fois que c'est positif, au-dessus de 67, ils recherchent les étiologies, et derrière, on enchaîne le process avec la possibilité d'une réalisation du fibroscan par notre équipe mobile sur site pour initier et impulser. Ou la possibilité, maintenant qu'on a habillé le centre hospitalier de Saverne d'un fibroscan, dans le cadre du réseau hépatite, de pouvoir aller au plus proche au réseau de Saverne, ou d'aller voir l'hépatologue libéral le plus proche, qui est à Molsheim, qui a 20 minutes, qui a lui un Explorer potentiellement pour faire l'échographie par l'élastrométrie par voie échographique. Voilà. Le médecin il récupère les résultats et puis après il envoie sur le parcours identifié. Donc soit le parcours hépatite virale, je ne vais pas vous le détailler, mais on a un parcours hépatite virale où on a défini qui fait quoi dans ce parcours pour que ça soit clair. Un parcours pour les hépatites alcooliques. Donc voilà, pareillement, je ne vais pas vous détailler, je vais aller vite là-dessus, on pourra y revenir si vous voulez. Un parcours hépatite métabolique. Donc on a ces 3 parcours où on sait qui fait quoi, quel est le rôle de chacun dans ce parcours et où on va. Donc on a abordé un petit management un peu participatif. Je parlais un peu management, un peu c'est ma formation, je suis désolé. Et j'ai été accompagné pour ce projet par l'École des mines de Paris, parce que j'ai proposé ce projet dans le cadre de mon mémoire du certificat management en santé à l'École des mines. Donc j'ai pu bénéficier de cet accompagnement pour que ce projet se fasse au mieux. Donc pour investir et fédérer les différents acteurs à chaque étape,
de la définition du projet à l'application du parcours, je me suis appuyé sur ce qu'on appelle la pyramide d'apprentissage, qui a été repris par les étudiants d'HEC Montréal. Donc on voit pas très bien, si on voit bien là. Donc à la base, on a vraiment l'enseignement par les pairs. Donc l'enseignement par les pairs, l'apprentissage de la pratique, et on voit que nous, on a mis en place de ça la réflexion commune et la formation action initiale et continue qui est réalisée par les pairs. Après, en groupe, plus on monte, plus on perd de l'adhésion au projet, en fait. Plus vous montez dans la pyramide, plus vous perdez un peu de l'adhésion au projet. Ça veut dire que les médecins qui sont partis de la réflexion, eux, ils vont être à fond dans le projet. Ceux qui vont être en haut, qui vont juste avoir le compte-rendu dans la newsletter, eux, ils seraient moins attirés par le projet, et derrière, ils vont moins prescrire le FIP4, ils vont moins faire le reste. Mais du coup, c'est assez intéressant d'arriver à avoir tout le monde sur la base et d'emmener le maximum de chances à la base de notre pyramide. Donc, avec la base de la pyramide, on a réalisé un flyers, conduite à tenir, donc réalisé par les médecins généralistes, on avait les biologistes, on avait les professionnels de CPTS qui voulaient travailler là-dessus, on a apporté notre expertise de centre de référence, et derrière, on a édité ce flyer avec la conduite à tenir, où on reprend les éléments connus médicaux que vous connaissez, que je ne vais pas vous redétailler. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que cet outil, c'est eux qui l'ont construit. Donc, on ne leur a pas posé là devant le nez, et derrière, on a dit, vous l'appliquez. Non, on a discuté avec eux, on a dit, vous pensez que c'est possible comme ça? Est-ce que nous, sur le territoire, on a les moyens de le mettre en place et d'avoir accès à un fibroscan rapidement? Parce que c'est aussi ça, hein, si vous avez des FIP4 supérieurs de 67 et que derrière, il n'y a rien, il faut attendre 6 mois, 1 an, vous allez perdre les patients, mais vous allez perdre les médecins généralistes également qui vont se dire, bon, je ne vais pas m'impliquer là-dedans, il n'y a rien derrière. Donc ça, c'est important pour l'implication des généralistes. Donc les coûts, 75 à 80% des examens sont déjà réalisés dans un bilan standard. Hein, c'est vraiment 75% des examens, on a les plaquettes, les azotes et les AAT. Donc vraiment, ce serait une augmentation de 20 à 25% pour les patients restants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 6,48 € pour le FIP4 SDO+. On a le coût du fibroscan potentiel également. Donc il faut juste voir le nombre de patients qui vont avoir un fibroscan. Ce n'est pas tout le monde, donc ça devrait pouvoir s'intégrer dans le cadre de l'assurance maladie. Une augmentation potentielle des sérologies des hépatites virales. Effectivement, on cherche les facteurs de risque derrière une fois qu'on a des fibroses. Donc, on pousse en fait les médecins généralistes, avec ou sans fibrose, quand même à se poser la question des hépatites virales. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, nous, on apporte notre expertise organisationnelle. Donc, il n'y a pas un coût mis à part avec le financement de l'ARS. Et puis, un financement complémentaire que la CPS met de son propre budget pour la prise en charge, par exemple, d'ateliers kinés, de mettre en place PrescriMove pour impulser les démarches d'activité physique des patients identifiés. Donc les critères de réussite, donc on a fait une petite étude, c'est des critères assez quantitatifs mais aussi qualitatifs. Donc après on peut calculer les nombres, là vous le voyez dans les différentes études qui ont été présentées précédemment, donc on ne va pas revenir dessus. Mais on peut aussi mesurer avec l'incidence des ALD, est-ce qu'on a une hausse des ALD 6, notamment dans notre territoire ou pas. Donc ça c'est des choses qu'il faudra mesurer et que je n'ai pas pour le moment. Puis au niveau qualitatif, s'assurer que tous les patients avec le diagnostic confirmé de fibrose sévère du foie mesuré au fibroscan ont bien intégré un parcours de soins, hein, parce qu'on peut avoir des échappements à tous les niveaux. Donc bien identifier les processus de coordination entre les acteurs, s'ils soient fonctionnels et efficients, puis évaluer aussi si on a une bonne montée en compétences des médecins généralistes et des IDE ASALEC sur ce projet de formation. Donc, au bout de 5 mois d'expérimentation, on avait 4412 patients potentiels avec les données nécessaires au calcul du FIP4, pour le coup, et ça, on l'a vu avec les laboratoires de biologie. Et finalement, sur ces 4400 patients potentiels, il n'y avait que 597 prescriptions du score par les médecins. Donc c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais on voit que sur le potentiel de ce que peut faire le territoire, il y a encore de la marche. On est à un peu plus de 10% de prescription. Donc 106 avaient un FIP4 supérieur de 67 et 54 chez les patients où le score avait été prescrit spécifiquement. Donc on voit qu'il y a une proportion plus importante chez ces patients-là où les médecins ont vraiment prescrit le FIP4. Donc c'était peut-être déjà sur des facteurs de risque, ils savaient que potentiellement ils allaient trouver quelque chose. Et puis, on a fait 17 fibroscans pour la confirmation du diagnostic. Derrière, on a 7 nouveaux patients qui ont vu leur fibrose sévère confirmée et puis ont intégré un des parcours qu'on avait identifié. Donc, ça n'a pas marché totalement. On est sur 5 mois, on se dit c'est long, mais c'est en même temps court. Et on est en train encore de voir comment évolue le projet. Donc, les facteurs qui favorisent le projet, les facteurs favorisant de réussite du projet, donc l'environnement, le contexte de la santé sur notre territoire. On est Alsace, hein, avec gastronomie alsacienne riche en graisse, en alcool. Ça favorise la dégradation de la santé de notre population.
on a le FIB4, qui est un bon outil d'évaluation de la fibrose, qui est gratuit et accessible, ça on l'a dit déjà tout à l'heure, avec la formation préalable. On a une super CPTS parce qu'on a des professionnels qui sont motivés, avec un bon noyau qui est engagé. On a un fort partenariat avec notre structure centre de référence. Puis c'est un projet qui est unique et innovant et reproductible. Et c'est ça qui intéresse aussi les professionnels de la CPTS, c'est que derrière, ça puisse être reproductible ailleurs. Donc voilà, c'est un facteur vraiment de grande participation et de motivation des acteurs. Donc les facteurs, alors par contre, on a des facteurs limitants, effectivement. Le patient, on va me dire, mince, le patient en SOS hépatite, on peut pas dire que c'est un facteur limitant. Bah si, quand même, parce qu'il conditionne la réussite du projet via son adhésion ou pas au dispositif. Est-ce qu'il a aussi les moyens financiers potentiels pour les ateliers diététique et sport? Parce que ça, c'est aussi un reste à charge potentiel. Et effectivement, on peut avoir fait tout ça, mais si derrière, le patient il n'a pas les moyens d'adhérer dans le parcours à l'ensemble du parcours, bah, est-ce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien? Donc c'est un facteur limitant et il faut trouver les éléments pour contrer ces facteurs limitants. Le médecin, est-ce que son engagement dans la prescription du FIB4 et sa façon aussi de mener l'entretien de recherche de l'étiologie de la fibrose avec son patient est vraiment efficiente? S'il n'est pas conventionné avec l'azalée comme on l'a prévu, comment on fait? Donc pour le coup, on a réussi à étendre ça même aux médecins qui n'avaient pas des azalées dans la coordination pour que via la CPTS, ça puisse être possible. Et puis l'organisation, au niveau organisation, la capacité de la prise en soin des patients avec accès rapide et prioritaire au fibroscan, ça on l'a abordé. Il faut avoir une capacité de proposer rapidement le fibroscan aux patients et des consultations spécialisées le cas échéant. Et si vous avez énormément de patients qui arrivent, on n'aura pas les moyens de permettre à tous ces patients d'avoir une consultation. Puis pour l'innovation, effectivement, beaucoup pensent que c'est une opportunité, mais ça peut faire peur, ça peut angoisser certains d'aller dans l'innovation vraiment chez certains professionnels. Donc voilà, donc on a commencé la réflexion en 2021 en novembre, et puis voilà, on a différentes phases sur lesquelles je vais passer rapidement, mais qui ont été nécessaires avant d'aboutir au lancement déjà du projet, et puis derrière à la mise en place et au premier bilan. Donc on a une réunion un peu bilan à 6 mois où on a défini un certain nombre de choses. On a travaillé sur l'activité physique potentielle pour un groupe de 10 personnes. Est-ce que c'était la CPTS qui prenait en charge ou pas? Combien ça coûte? Est-ce qu'ils peuvent se le payer ou pas? Ça, je vous en ai parlé. Voilà, remise en mouvement par l'infirmière. Une fois par semaine, elle va marcher avec un groupe de 5 personnes 10 km. Est-ce qu'on s'appuie sur l'unité de prévention de santé du CHU Saverne qui a un 20 bornes pour le sport santé? Est-ce qu'on va avec le réseau diabète, obésité, cardiovasculaire qui est pas loin? Est-ce qu'on les fait intervenir? Voilà, différentes questions qu'il faut se poser. On est vraiment sur le parcours spécifique de qu'est-ce qu'il y a derrière ce fameux FIB4. Donc quelques enseignements. Donc on sait que les CPTS, c'est les nouveaux acteurs sur le territoire. Ça commence à gravir un peu partout. Voilà, je pense qu'ils sont essentiels. Coordination des acteurs de terrain, dispositifs pour mener à bien des grands projets de santé publique. L'hôpital qui a un rôle vraiment à jouer sur le territoire, dans le lien ville-hôpital, mais aussi hôpital vers la ville et vers le territoire pour le coup, avec des ressources, des compétences, de l'expertise et des talents. Donc les 7 premiers patients, ça je vous l'ai dit, qui sont rentrés dans le process. Expérimenter, innover en santé avec une CPTS et un centre expert, donc c'est possible, avec de la volonté, il faut quand même pas mal de volonté, de la détermination et de la coordination. Une bonne prise de conscience de l'enjeu de santé publique par les professionnels de santé, prévenir les risques évitables de mortalité liés au cancer du foie notamment. Un fort impact et un retentissement de notre projet au niveau des autres infirmières azalées d'Alsace, notamment, de santé et du Bas-Rhin. Voilà, on a eu des demandes de formation aux maladies du foie qui nous sont venus quand ils ont entendu parler de ce projet. Ils veulent que ça se passe chez eux également. Ils veulent qu'on mette en place des parcours dédiés. Enfin, on a un afflux de demandes qu'on n'arrive peut-être même pas à gérer au moment parce qu'on est encore dans la faisabilité de ce premier projet. En fait, il y a la communication qui va plus vite que notre projet en fait sur le territoire. Mais effectivement, on essaie de voir comment c'est reproductible. On est en train de travailler avec les URPS, les unions régionales professionnelles de santé, libéraux, de biologistes, de médecins libéraux également, sur des parcours Alsace. Voilà, et puis c'est là, je crois, la réponse au 4e pilier du Ségur de la santé, qui était quand même fédérer les acteurs de la santé dans un territoire au bénéfice des usagers
de la santé. Donc voilà, l'idée pour nous après, c'est d'élargir en Alsace, puis en région Grand Est. Et on a déjà l'accord de l'Agence régionale de santé pour aller dans ce cadre-là pour 2024 et les années suivantes. Hop. Donc voilà, je remercie vraiment l'ensemble des gens, des professionnels de santé de la CPTS, mon équipe au Selva, Michel Defoyle notamment, et voilà, et SOS Hépatite également, et l'Agence régionale de santé. Voilà, je vous remercie. Merci Fred pour ce brillant exposé et ce beau projet. Il nous reste 20 minutes de questions-réponses. Les gens dans la salle, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Moi, j'avais une question pour lancer le débat. Pour Denis, la question de tous ces marqueurs-là, on voit bien que c'est le FIP4 qui sort le mieux son épingle du jeu pour des questions essentiellement socio-économiques en premier lieu et puis d'efficacité. Est-ce que nous, les malades, et vous les médecins, on doit s'interdire de réfléchir à la question de l'aspect financier? Est-ce qu'à un moment, par exemple, on pourrait dire allez, on part sur quelque chose de plus cher à condition que ce soit plus performant, plus efficace? Ou est-ce qu'on doit réfléchir avec forcément la question de on ne doit pas dépenser plus? Est-ce que tu penses que c'est un filtre dans notre mode de réflexion, le coût, ou est-ce qu'on peut s'autoriser à réfléchir autrement? Moi, je crois que c'est bien évidemment un filtre et que tout le temps, on doit se poser la question de savoir du coût qu'on va générer. En fait, dans le petit travail sur le F, 2 fois répété, on avait montré que 80% des sujets qui ont un FIB4 supérieur à 2,67, probablement en dehors des faux positifs, étaient confirmés par un deuxième test solide. Donc, à la limite, il y a plus, si on croit les résultats de ces 2 études, il n'y a plus besoin de faire de confirmation chez les patients qui ont un FIB4. Et ces patients, à mon avis, doivent être adressés aux spécialistes. Maintenant, si on fait du coût minimum, finalement, dans la zone intermédiaire, il ne faut pas les laisser à la rue, ces patients, parce que dans cette population, dans notre expérience, dans notre étude, 59% d'entre eux ont été confirmés par le F. Donc, il y a la moitié des sujets qui sont dans cette zone énorme intermédiaire de 20% entre 1,3 et 2,67 qui sont confirmés par un test de deuxième intention. Donc, il faut s'y préoccuper. Et si on s'y préoccupe de façon économique, finalement, peu importe le test de deuxième intention, c'est de rechercher chez un facteur de risque, d'intervenir sur ce facteur de risque. Et à la limite, maintenant, je ne me mets pas en hépatologue, je me mets du médecin généraliste. Pour les besoins de faire un test compliqué, coûteux, d'accès difficile, qui n'est pas remboursé, mais surtout d'intervenir sur le facteur de risque. Puisque finalement, dans le premier travail, on a montré que 47% des sujets qui avaient un FIB4 supérieur à 1,3 avaient un facteur de risque hépatique. Donc, intervenir sur le facteur, éventuellement refaire du FIB4 6 mois plus tard, il sera fait automatiquement. Et voilà l'histoire. Et là, on est, à mon avis, économique. Économique et on génère de la médecine. On va bien avoir en tête et une intervention pour faire maigrir ces sujets en surpoids, arrêter l'alcool et ou faire la recherche de 2 virus. Ça me paraît extrêmement simple, mais et il y a des problèmes, on ne t'entend pas bien, Denis. Aller faire toutes les CTS et essayer d'amener l'information malade par le biais des CPTS, qui pourrait être un levier important pour informer le médecin généraliste qui aujourd'hui n'est pas informé. Alors, effectivement, moi je retiens dans ce que tu as dit quelque chose d'important, c'est l'association FIB4 et facteur de risque. On voit bien, on l'a encore vu dans l'association il n'y a pas longtemps, des gens qui calculent leur FIB4 à partir de leur prise de sang et qui n'ont pas de facteur de risque et qui ont un chiffre élevé et qui vont être en mode panique. Donc c'est important d'avoir cette lecture de FIB4 plus facteur de risque. Quelle piste tu as à nous proposer
Le gap, on a l'impression que c'est vraiment la formation des médecins sur l'utilisation du FIP4. A priori, les labos sont partants, on peut y aller. Les spécialistes peuvent proposer un accès secondaire et on voit bien que c'est pas, ça embouteille pas les consultations. Mais le gap, ça semble être la formation des médecins généralistes. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Bon, une formation simple basée sur le facteur de risque, hein, essentiellement, vraiment le facteur de risque. Et je propose simplement une intervention sur le facteur de risque. Et aussi, finalement, c'est la double chose qu'on a fait peut-être avec l'expérience d'SOS Hépatique, c'est d'informer aussi le patient lui-même, le grand public. Dire au grand public, si tu as un facteur de risque, va voir ton médecin traitant, un test simple existe, à condition que le médecin soit informé du FIP4. Mais voilà un peu ce qu'on a tendance à faire ici chez nous dans le 06. Mais comment on fait, C'est Denis, le pour et former, grand en public. fait? C'est l'histoire de la formation, en fait. On sait qu'effectivement, il faut leur donner les enseignements, mais comment on fait pour arriver à toucher tous ces médecins et qu'ils intègrent ces éléments-là? En fait, c'est ça, finalement, la vraie question. Comment on les Alors, touche? complètement, complètement. C'est pour ça que là, j'ai bien entendu avec beaucoup d'intérêt ce que tu as présenté sur les CPTS. Moi, c'est vrai que j'avais pensé pouvoir aller les voir une à une dans notre département, comme tu l'as dit. Ils sont là en cours d'installation. Elles sont nombreuses et d'essayer de rentrer dans chacune des CPTS pour essayer de diffuser l'information aux médecins sur le FIP4 et le facteur de risque. Alors après, toutes les idées sont bonnes. J'avais aussi fait ce qu'a fait Charlotte aussi, c'est refaire l'enquête qu'avait fait Clémence sur du FIP4 pour les généralistes et aussi leur passion du dépistage des maladies du foie. Et l'autre chose aussi qui serait important, oui, on s'est appuyé sur la CPM, comme on l'avait fait dans les hépatites. On a fait passer des, des mails, des formations par la CPM orchestrées par nos campagnes à tous les médecins généralistes, à tous les endocrinos, tous les cardiologues du département. Mais en plus, c'est un travail de longue haleine. Et on a encore beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à informer nos collègues. Mais bon, voilà, le FIP4 est en route, il est généralisé, ils l'ont dans leurs examens. Le temps joue pour nous un peu parce que ça fait 3 ans qu'ils regardent ce test, ils vont finir bien par poser des questions et s'informer, puis nous, on essaie de les informer. Mais si vous avez des idées, moi, je suis preneur. Mais c'est sûr que c'est là le grand, grand, grand problème. Et je crois aussi, on l'avait dit au forum, c'est que maintenant, pour la formation des généralistes à venir à la faculté, il faut leur apprendre les tests de fibrose, le FIP4, parce que les médecins généralistes n'ont, et on peut les comprendre, hein, n'ont aucune formation. Nous, c'est facile, nous sommes spécialistes, on a vécu là-dedans, mais n'ont aucune connaissance des tests de fibrose, comme l'a montré Clémence Caliguet. Aucune connaissance. Donc là, ça doit commencer maintenant à la faculté. Ajouter quelque chose? C'est Oui, Charlotte oui, Costantin. bien sûr, allez-y. Ce dernier point, il est hyper important, la formation initiale. La difficulté, c'est que aujourd'hui, on était plutôt dans une perspective de réduction des notions à apprendre. Donc, en fait, c'est pas du tout dans le référentiel actuel. Donc, si on veut, enfin, si on veut, enfin, il faut que ce soit les enseignants actuels qui ajoutions cette formation aux étudiants et qu'on le fasse rentrer dès que possible dans les référentiels. J'avoue que moi j'ai trouvé ça difficile de toucher les médecins généralistes. J'ai déjà trouvé difficile de savoir comment est-ce qu'on les où est-ce qu'ils se formaient, comment est-ce qu'on pouvait les contacter. Et moi, je suis passée par le département de médecine générale à l'université. J'ai demandé des noms de médecins généralistes qui participent à la formation des internes et qui le reçoivent sous la forme de stage. Et en fait, ce que j'ai trouvé qui marchait le mieux, c'est des invitations par mail répétées à des webinars. Parce que dans ce que j'ai fait, j'ai à chaque fois proposé une formation en présentiel et une formation en distanciel.
et des horaires différents. Je pense qu'il faut en fait proposer un enseignement à la carte, en fait. C'est assez chronophage. Ce sera moins chronophage si on passe par des webinaires. Parfois même, j'ai réussi à faire rentrer des médecins généralistes dans le projet, dans l'information, et ils ont commencé à m'envoyer des demandes de FibroScan uniquement parce que je l'avais envoyé les slides de présentation. Donc, moi, pour la suite, ça va être de proposer régulièrement des webinaires enregistrés qui peuvent être consultés si le médecin n'a pas pu se déplacer. Je pense que c'est une façon de toucher plus de médecins généralistes parce qu'il faut s'adapter à leur modalité d'exercice et en fait, il faut aller vers eux. On ne peut pas trop se rattacher à des congrès ou des choses comme ça. On n'en touche pas assez, en fait. Par le Conseil de l'ordre, on peut pas faire on peut faire des informations générales, passer des outils, mais pas tellement dire vous pouvez envoyer à tel endroit, à tel endroit. Ça, en tout cas, moi, ça m'a été refusé par mon Conseil de l'ordre. C'est pour ça que j'ai dû passer par des mailing lists personnels. Professeur Costantin, une question. Est-ce que pour nous, association de patients, si on soutient, si on fait du lobbying sur le FIP4, est-ce que vous pensez que l'argument, par exemple, qui pourrait dire on généralise l'utilisation, la compréhension et la filière qui va avec le FIP4, c'est prendre le pari d'augmenter le nombre de cancers du foie résécables et à viser thérapeute, enfin pris en charge dans un temps curatif à l'échelon de 5 ans ou 10 ans. Est-ce que ça, c'est un pari que vous pensez qu'on peut prendre dans les rencontres et dans les discussions avec les autorités? Ouais, alors, moi, c'est exactement comme ça que j'aborde les choses. Donc, j'ai envie de dire oui. Après, avec les autorités, la difficulté, c'est qu'ils demandent des chiffres. Et pour avoir ces chiffres-là, il va falloir attendre de montrer que ce qu'on met en place maintenant aura un impact. Néanmoins, on peut extrapoler sur ce qui est fait pour le dépistage du cancer du foie chez les patients cirrhotiques. On sait qu'il n'y en a pas assez et que si on augmente le dépistage, on augmente l'accès au traitement à visée curative. Donc pour moi, c'est le leitmotiv principal, ce que vous venez de dire. Après, ça dépend si les autorités sont capables de réfléchir en se projetant sur des données qui ne sont pas exactement ce qu'on leur dit, c'est-à-dire je fais le FIP4, je diminue la mortalité liée au cancer. Mais pourtant, je dirais que c'est exactement ça qui va se passer. Ok, merci. Il faut faire du lobbying à tous les niveaux. Ouais. Pardon, oui. Excusez-moi. Ah, ça, c'est sûr. Faire un commentaire sur ce qui a été dit. De toute façon, maintenant, le problème ne se pose pas, c'est faire le FIP4. C'est le FIP4 est fait. Finalement, maintenant, la France, ça y est, maintenant, à mon avis, presque tous les laboratoires de France vont le faire. Donc après, c'est l'étape de suite. Et moi, je crois qu'il y a eu une étude américaine là, qui a montré le cancer à 8 ans, et il y a eu plein d'études sur la valeur l'évolution chez les malades qui avaient un FIP4 supérieur de 67 par rapport aux autres, qui ont montré qu'il y avait des événements qui arrivaient dans ce groupe de patients. Donc là, maintenant, c'est à peu près bien connu qu'un FIP4 supérieur de 67 expose à des événements au plan hépatique. Maintenant, pour la mise en place du FIP4, elle a dépassé les hépatologues, les spécialistes, les universitaires. En fait, elle est prise en main par les biologistes. Au début, c'était une recommandation des biologistes. Et maintenant, elle est systématiquement faite. Et à mon avis, c'est quelque chose qui ne va pas revenir en arrière. Et je m'en félicite, parce que c'est quand même un test simple, qui est fourni dans les résultats, qui est quand même gratuit dès qu'un médecin fait un FP. Moi, je préfère avoir le résultat que de faire une demande. Déjà, les médecins ne savent pas ce que c'est le FIP4, au moins chez nous. Donc, ils n'en feront pas la demande. Mais peut-être à terme, on arrivera à les sensibiliser. Et peut-être de façon plus globale, à sensibiliser en population. Parce que ce qui nous reste à faire, c'est le travail en population générale. Parce que comme on l'a fait pour les hépatites, je veux dire là, il faut sensibiliser, il faut faire des choses sur la santé hépatique. Et je crois que SOS Hépatique va prendre ça à bras-le-corps pour travailler dans la santé hépatique. Qu'il a déjà fait d'ailleurs. Elle a déjà fait avec la journée sans sucre, avec le mois sans sucre, avec la newsletter. Prendre en charge maintenant la santé hépatique, au-delà du FIP4. Hein, parce que finalement, moi, la fibrose, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la santé hépatique. Ce qu'on avait appelé, nous, l'hépatoréflexe. Ayez l'hépatoréflexe en médecine générale. C'est la santé hépatique. Enfin, maintenant, il faut raisonner en santé hépatique à l'échelon de la population.
On est totalement d'accord. Pour la formation, du coup, quand le laboratoire il rend le FIP4 chez vous, il y a quoi avec? Il y a le détail de comment l'interpréter, il y a un lien, peut-être, chez nous, il y a un lien Internet pour aller sur une page qui leur donne tout le détail de la conduite à tenir. Donc voilà, enfin, je sais pas, c'est peut-être Alors, par là deux aussi choses. la formation. C'est quand ils reçoivent le résultat, qu'ils puissent tout de suite pouvoir l'exploiter. J'ai entendu ce matin, je sais pas si c'est toi qui disais ou ailleurs, mais effectivement, de mettre une notice d'information, je crois que c'est Jean-Pierre Bournovicki qui parlait ça ce matin, de renvoyer une notice d'information potentielle pour les patients, pour les médecins et pour les patients quand il y avait un résultat au-dessus de 67. Donc, il y a peut-être des solutions qui permettent d'aider finalement à pousser ce résultat et de ce qu'ils en font derrière, parce que c'est pas parce que tu donnes le résultat en labo qu'ils s'en saisissent au final. Bien sûr. Non, mais pour répondre à ta question, numéro 1, c'est vrai que depuis le début de la mise en place, il y a une notice qui accompagne le FIP4 au médecin, avec une notice aussi sur les faux positifs, à faire attention aux positifs, thrombopénie, chimiothérapie, et puis une notice aussi avec le résultat pour la zone supérieure à 2,67 qu'on va maintenant affiner avec envoi spécialiste, direct, envoi spécialiste. Dans la zone intermédiaire, c'est rechercher le facteur de risque. Donc cette notice, elle a été réévaluée à l'indice de la nouvelle étude. Alors pour l'histoire là, j'avoue que j'étais revenu de l'ASL très excité parce qu'il y avait une étude sur de pop-up, avec une étude qui a été faite en Asie, dans des cliniques médicales de diabétologie avec des médecins généralistes, où ils avaient comparé un FIP4 envoyé de façon traditionnelle et un FIP4 avec pop-up, et ils montraient que ce pop-up entraînait 3 fois plus de recours aux soins. Alors, je suis revenu vers mes biologistes en leur disant, mettez-nous en route un pop-up, et ils m'ont dit, c'est impossible. Bon, ça n'a pas été possible. Mais bien sûr, après, tout ce qui peut stimuler l'éveil du généraliste est juste y compris. Alors jusqu'alors, nous, on n'a pas envoyé aux patients parce que c'était tout nouveau, puis on ne voulait pas se faire taper dessus, parce qu'il fallait déjà que le médecin explique aux patients, surtout pour les faux positifs évidents de chimiothérapie, de thrombopénie, donc c'est envoyé qu'au médecin. Mais si on avait un moyen comment te dire, de mettre en alerte le médecin, ça serait bien, hein. Je veux dire que là, ça serait une façon d'augmenter l'efficience, et ça a été montré dans cette étude sur les pop-up dans une population asiatique. Un autre, là récemment, j'ai discuté avec un médecin parce que je cherche à lever des pistes. Il me parlait du syndicat des médecins généralistes. Donc, on va s'attaquer au syndicat des médecins généralistes. Et aussi, il y a certaines formes de médecins généralistes qui ont des structures de pairs. On va s'attaquer aussi à ces structures de pairs. Et on va essayer aussi de passer, non pas par le syndicat, mais le syndicat des médecins généralistes, pour essayer de rapporter l'information à l'échelon du département. Question dans la salle. Question dans la salle. Michel, présente-toi. Michel Cattel, SOS en Guadeloupe. Oui, je voulais répondre à la question concernant la façon de contacter les médecins généralistes. D'abord, je trouve que l'idée du webinaire, elle est excellente, parce que surtout s'il est enregistré, ils peuvent revenir dessus. Et pour les contacter, il y a les URPS, donc vous en avez parlé, Denis, je crois. Donc ça fonctionne bien. Et il y a aussi, dans certaines régions, ils sont aussi regroupés en petits groupes de formation. Donc après, il faut les connaître dans ces régions. Et je voulais rebondir aussi sur le fait qu'on n'envoie pas les résultats du FIP4 aux patients. Ça, j'aime pas du tout. Moi, je suis représentant d'usagers et je prône l'information complète du patient, parce que les patients sont capables... Enfin, après, sauf si l'information est très alarmante. Mais je trouve que c'est bien aussi qu'un patient voit son résultat, parce qu'il y a des fois des patients qui vont être plus attentifs que le généraliste. C'est sa santé, ça le concerne lui directement. Et il va alerter le généraliste et il va dire « Mais ça, docteur, là, ce machin-là, ça veut dire quoi ?» Donc, envoyer le FIP4 qu'au généraliste, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors là, Madame Michel, hein, pareil, SOS hépatite, là je suis d'accord avec Michel. Quand des fois il y a des résultats qui sont très alarmants par rapport aux patients,
Ils peuvent contacter le biologiste et demander au biologiste de l'explication. Dans certains laboratoires, bon, j'étais technicienne de laboratoire, dans certains laboratoires, les biologistes acceptent de recevoir un patient où, au moment de leur remettre leurs résultats, ils leur remettent en main propre, ils leur expliquent la question de leurs résultats et leur reconseillent d'aller voir leur médecin traitant. Donc c'est aussi une autre façon de faire pour leur expliquer. Nous, on a le problème Je peux permettre un commentaire. Moi- Je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir dans quel sens c'est parti au début. Au départ, on est parti sur un calcul automatique, alors que ces mêmes médecins généralistes n'étaient pas tous informés. Donc, avoir une information aux médecins et aux malades sur du médecin non informé nous semblait un peu difficile, d'autant qu'il y a eu un lever de bouclier des gens de la cancérologie qui nous ont dit « Vous allez affoler nos médecins, nos malades sur un test qui est faux », ce qui était probablement vrai. Mais il est vrai que dans deuxième intention, au moment où tous les médecins seront informés, à mon avis, on passera cette vitesse pour envoyer, bien sûr, le double 2. Mais au début, il nous semblait utile d'avoir une information du médecin sur le test avant d'envoyer au malade parce qu'on pouvait avoir des tests un peu compliqués, que quand le médecin allait demander, le malade demandait au médecin la signification d'un test qu'il n'avait pas demandé, qu'il n'avait pas prescrit, qui était en calcul automatique, ça pourrait paraître compliqué. Mais je suis complètement d'accord avec vous, de deuxième intention, une fois tous les médecins informés, je pense que le test va partir au médecin, au malade. Et là, le laboratoire a même fait une chose, c'est que maintenant, quand un médecin prescrit le FIB4 directement, le test est envoyé à la fois au médecin et au malade. Et ça, c'est bien évidemment pour les médecins qui prescrivent le FIB4. Mais là, au départ, il faut comprendre que c'était un calcul automatique dans une période où on l'a mis en route, mais sur fond d'études, sans avoir l'information au préalable réussie de tous les médecins généralistes du département. On a fait la même chose sur l'extension du projet que je vous ai présenté. On a commencé à étendre sur l'Alsace. Et effectivement, avec l'URPS des biologistes, ils nous disaient oui, il faut quand même effectivement d'abord remettre aux médecins et après on remettra aux patients. Donc, j'ai accepté. J'ai dit OK, on fait une période de 3 mois. On a fait un webinaire effectivement pour leur expliquer les maladies du foie. On n'a pas eu grand monde au webinaire qu'on a organisé avec l'URPS des médecins libéraux, mais après, derrière, le webinaire, il a été vu en un mois 150 fois. Donc, je pense qu'il y a un intérêt du webinaire et sur la formation. Par contre, effectivement, je me bats pour qu'effectivement, là, en tant qu'SOS, je reprends une casquette des SOS quand je suis dans le travail un peu, et je dis effectivement, le patient, il a le droit d'avoir accès à son résultat, parce que c'est un vrai levier aussi par rapport au médecin généraliste, pour lui dire, intéressez-vous à ma situation, moi j'ai un FIB4 plus supérieur de 67, potentiellement, si ça se trouve, le gars, il a une NASH, et le gars, le médecin généraliste va dire non, c'est bon, vous avez rien. Nous, on va dépister avec l'équipe mobile des maladies du foie en Alsace. On a le fibroscan, et donc il fait stéatose et fibrose chez des patients. Et après, on renvoie sur le médecin généraliste parce qu'on ne le garde pas, on veut vraiment avoir cet aspect de la formation. Et il arrivait qu'un médecin généraliste, face à une patiente qui était F4, S3, dise à la patiente non, vous avez rien, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, tu vois, c'est aussi intéressant par les patients de leur faire confiance et de leur dire d'aller bouger un peu aussi les médecins généralistes parce qu'on veut les former. On cherche tous les canaux. Donc, je pense que c'est complémentaire. Après, un médecin généraliste qui a envie de s'investir, il va dire écoutez, je vais me renseigner, pas de problème, je vais regarder, vous inquiétez pas, je connais pas, il y a l'évolution de la médecine. Il faut juste être humble et se dire qu'effectivement, on peut pas tout connaître. Et un médecin généraliste, il essaie de tout connaître, mais il peut pas tout connaître. Donc, effectivement, de pouvoir les aider et comment on peut faire pour les aider à diminuer cette problématique. Mais je pense que les deux sont importants. Il faut informer les patients pour qu'ils comprennent, pour pas trop les inquiéter non plus, mais effectivement pour leur connaître les risques. C'est comme quand tu es dans une recherche clinique, hein, tu leur expliques les risques, ce qui va se passer ou pas au final. Donc pourquoi tu ne leur ferais pas plus confiance en soins courants? Charlotte, Frédéric, je te rappelle que nous, on a fait des campagnes d'information aux malades en leur disant, aux médecins, au grand public, plutôt au grand public, en leur disant un test existe. Donc, en fait, on essaie d'informer le grand public sur l'existence d'un test. Oui, et bien évidemment, tout ce que tu as dit, je suis complètement je d'accord. suis pas contre toi, en fait. Je suis un peu contre mes biologistes, en fait, si tu veux. Non, mais moi, je ne suis pas non plus contre toi et je suis complètement d'accord que l'information du malade est absolument cruciale. Mais c'est juste le démarrage de cette expérimentation au début. Quand on l'a fait, on a pensé que si ni le médecin ni le malade connaissaient la signification de test, ça devenait un peu compliqué. Et que c'était peut-être préférable sur un test non prescrit par le médecin, non prescrit, hein, c'était quand même du calcul automatique. Il était bon que le médecin puisse informer le malade, ce d'autant que
si le malade a des taux un peu élevés, il va paniquer. Si ça se trouve, c'est un faux positif, un truc comme ça. S'il a une thrombopénie constitutionnelle, pareil. S'il a une chimiothérapie, pareil. Et on a eu les oncologues qui ont réagi fortement, hein. Et quand j'avais fait l'information par le Conseil de l'Ordre, ben, ils ont réagi fortement en me disant, là, vous allez affoler notre population de malades. C'est bien, ça Et je bouge. voulais dire pour les webinaires, c'est que nous, on a essayé par webinaire, 2-3 webinaires, mais on avait 20 personnes, 25 personnes, que les médecins généralistes sont stimulés de partout. Ils ont des webinaires toutes les semaines, ils ont des réunions toutes les semaines, ils ont plein de choses, et c'est compliqué, et je peux comprendre, comme je l'ai dit, d'intervenir auprès d'eux avec autant d'informations nécessaires qu'ils reçoivent. Et d'ailleurs, quand ils ont participé aux 2 études-là, ils m'ont un peu maudit parce que dans des consultations un peu compliquées, ils ont fait une étude un peu compliquée, loi Hurier, loi Jardet. Ça leur donnait beaucoup de temps, d'énergie. Je comprends tout à fait ces collègues complètement submergés de consultations, complètement submergés de stimulation de partout pour toutes les pathologies, d'avoir en plus la fibrose. Et eux, le soir, ils n'ont qu'une idée, c'est de rentrer à la maison, pas aller au webinaire, retrouver les siens et puis arrêter là, voilà. Et prendre le bus. Et prendre le bus, voilà. Prendre la voiture pour regarder ce qu'il y a derrière le bus. Sur le bus. Et professeur Constantin, vous vouliez réagir, je crois. Ah, on vous entend plus. On vous entend plus. Elle dit qu'elle n'a pas le son. Ah, voilà. Ah, voilà, on vous entend. Non, plus. Là, Ça y oui, est, là, vous m'entendez là? Oui, très bien, impeccable, merci. Ouais, j'avais pas la main, excusez-moi. Oui, je suis d'accord que quand on fait des webinaires, on a 20 médecins généralistes. Le souci, c'est que je pense qu'on n'a pas le choix d'aller directement voir les médecins, enfin, toucher directement les médecins généralistes. Et je pense que l'intérêt du webinaire, c'est justement de pouvoir l'enregistrer et le diffuser. Et puis, s'il faut prendre son bâton de pèlerin, hein, c'est sûr que c'est chronophage. Mais dans plein d'endroits, le FIP4, il est rendu à tout le monde, hein. Ça dépend un peu des laboratoires et des directeurs de laboratoires. À Grenoble, ils n'ont pas voulu du tout le mettre en place, mais en Savoie, Haute-Savoie, c'est rendu à tout le monde. Et la difficulté, c'est que les médecins généralistes, quand c'est pas prescrit, ils y font pas attention. Il y a une expérimentation qui a été faite par un interne de médecine générale qui fait sa thèse là-dessus, qui a interrogé 100 médecins généralistes, qui a réussi à faire venir 100 médecins généralistes dans une même soirée. Donc en fait, c'est quand même possible. Pour faire cette information. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que même si c'était rendu sur les analyses, il ne le regardait pas parce qu'il ne l'avait pas prescrit. Donc en fait, on a besoin des deux, à mon avis, quand même, leur rendre des résultats, parce qu'un jour, ils vont peut-être finir par s'y intéresser, et en même temps, en parallèle, faire quelque chose qui est un peu chronophage pour nous, mais qui est notre responsabilité, c'est-à-dire de former les médecins. Vous parliez des infirmières azalées, c'est une ressource hyper importante. Moi, j'ai réussi à en toucher que 2, mais c'est chronophage, mais c'est indispensable. Je suis d'accord avec vous. Charlotte, je suis d'accord avec toi. Prendre son bâton de pèlerin, tous les webinaires du monde, informer les médecins par quelque moyen que ce soit. Et d'ailleurs, même quand il y a 20 personnes dans un webinaire, ils sont hyper intéressés, ils sont hyper contents, ça va changer leur pratique. Moi, j'ai vraiment beaucoup de joie avec ces médecins, tous les EPU que j'ai pu faire ou tous les webinaires. J'ai regretté parce que le webinaire, ça me semblait un truc pour toucher beaucoup de médecins. Et en fait, on envoie 1000 invitations et tu as 20 réponses. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Je suis complètement d'accord avec toi. On a continué. Les médecins sont heureux, sont contents. Même aussi ces EPU, moi j'ai participé à plein d'EPU pour amener la bonne parole. Je continuerai, même quand au contraire, un peu de médecins, mais ils partent tous après extrêmement intéressés. Et moi, finalement, quand je vois en consultation un malade qui m'a envoyé par un endocrinologue parce qu'il a un FIB4 à 3, que j'ai fait un fibroscan à 20, une biopsie du fond en cirrhose, c'est un malade complètement symptomatique, et bien, je trouve que mon information, elle a servi à quelque chose et qu'on avance. Et dans le même esprit aussi, ça peut servir à d'autres spécialités parce que moi, je sais que j'ai un établissement où il y a beaucoup de chirurgie cardiaque, de malades du cœur, et ces malades sont bien informés sur le FIB4 et ils peuvent avoir aussi une idée très simple de la fibrose, non seulement en médecine générale, mais dans d'autres spécialités, l'endocrino, la cardio, où ils sont confrontés aussi à des malades susceptibles d'avoir une MAFLD. Et je trouve que ça, c'est important. Il ne faut pas voir, la médecine générale, c'est important. Pour les spécialités, c'est important aussi, pour nous aussi, parce qu'en pratique, quand on va malade et qu'on suit pour une NASH, pour une hépatite C, on a le FIB4 à tous les examens. Moi, je crois que ça peut être intéressant pour nous aussi. Et d'ailleurs, ça l'a montré, on avait fait une enquête en hépatogastroentérologie,
Et c'est apparu comme quelque chose d'extrêmement sympathique pour les gens qui exercent dans le secteur libéral dans lequel j'appartiens, d'avoir le FIP4 systématiquement à toutes les consultations d'un patient qui vient au cabinet. Dans la mesure où le médecin prescrit un F-Transal, ce qui est la prescription la plus fréquente. Pour Merci, partage Denis. à distance. Merci. Ah, il y a encore un. Mais c'est un partage, hein, c'est une juste un partage, et publication. après on Voilà, finit, hein. juste un On partage, personne une dans les temps. publication. Dans une étude de coût-efficacité réalisée en Angleterre, c'est la stratégie dont FIP4 ELF qui est la meilleure, devant la stratégie FIP4 Fibroscan et encore devant FIP4 ou ELF seul. Voilà. Oui, mais on en a parlé du ELF ce matin, on ne peut pas en reparler. Effectivement, Non, mais il a un coût, il n'est pas forcément partager. accessible. Même le Fibroscan est plus accessible que le ELF. Donc voilà, on ne va pas en revenir dessus. Les Anglais le remboursent, pas nous. Voilà. Aussi. Mais c'était pour partager par rapport aux personnes à distance. Voilà. Mais merci en tout cas à vous deux pour vos interventions et pour la discussion. Je pense qu'on peut encore en parler un moment. Il y a du boulot. En tout cas, tout reste à faire en fait par rapport à ça. Mais effectivement, toutes les compétences, toutes les expériences, les expérimentations seront bonnes pour l'avenir, pour qu'on puisse grandir ensemble dans ce dépistage de la fibrose et ces actions de prévention du cancer du foie. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ce dernier atelier.